aller rester aux États-Unis. Et puis plus tard, dans les années 83, le président, comment ça s'appelle, Ferdinand Marcos lui dit de rentrer, que tout ça c'est fini, il peut rentrer au pays sans problème. Et naïvement, il décide de rentrer à Manille. Et il arrive à Manille, son avion atterrit. À peine il descend les escaliers, il était à la dernière marche des escaliers, et puis un soldat l'a fusillé. Le soldat lui a tiré à bout portant, l'a liquidé tout de suite. Après, ils ont dit aux gens que non, que le soldat était déséquilibré. C'est comme ça qu'ils l'ont tué. Vous voyez? Et donc, les dictatures ne pardonnent pas. Donc, il y a des gens qui ont été piégés comme ça. Aujourd'hui, on est en train de pleurer Kokovi Massémé. Kokovi Massémé, pour les jeunes qui ne le connaissent pas, c'est un très 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 grand combattant, ancien préfet de Sokodé, ministre de l'Intérieur pendant la transition. Il a dû quitter le Togo quand on a attaqué la primature. Il s'est réfugié au Ghana. Il s'est mis corps et âme pour aider les Togolais au Ghana, dans les maquis. Il a aidé à scolariser les élèves. Après, il est parti rester en Allemagne. Après, il est revenu au Ghana. Pendant quelques années d'exil, il est revenu au Ghana où il se livrait à ses activités agricoles et tout et tout. Et il y a 2 ans de cela, dans le processus d'apaisement du Ashkroun et tout ça, ils ont pris contact avec lui parce que à Ségoué là-bas, à Kato, c'est son village là-bas, il y a des problèmes fonciers, lui-même il a des terrains là-bas, des problèmes fonciers, donc la zone est conflictuelle régulièrement. Et donc, ils ont pris contact avec lui à travers le Ashkroun et ils ont engagé des discussions pour qu'il rentre au pays dans le sens de l'apaisement et tout et tout. Ces discussions ont évolué jusqu'à ce qu'il donne son accord de principe en disant bon, je vais essayer de rentrer au pays, je vais rentrer au pays. Et il donne même une date. Il donne une date à ses interlocuteurs du régime, les gens du Ashkroun et tout ça, que à telle date, je vais rentrer au pays. Et à l'approche de la date, quelque chose lui dit de ne pas rentrer. Supposons qu'il a dit je rentre jeudi le 20 octobre. Et à quelques jours de cette date-là, quelque chose lui dit il ne faut pas rentrer. Et comme lui-même c'est un vieux briscard, un maquisard, il suit son instinct. Et il a annulé le retour. Vous savez que le jour qu'il a prévu rentrer au Togo, le lendemain, supposons qu'il rentre vendredi soir, vendredi après-midi, il rentre. Le lendemain, les agents de sécurité sont venus encercler sa maison, à Kato là-bas. C'était en octobre 2023, il y a 1 an. En octobre 2024 plutôt, octobre 2024, récemment, il y a quelques mois. Le jour, il a décidé de rentrer, la date qu'il leur a communiquée, que je rentre tel jour. Quelque chose lui a dit de ne pas rentrer. Et ils sont venus, pensant qu'il est déjà rentré, ils sont venus encercler sa maison. Et ils ne l'ont pas trouvé. Donc c'est lui qui est décédé hier au Ghana. C'est pour vous dire que quand vous engagez contre ces genres de système, il faut vous engager jusqu'au bout. Et qu'il ne vous arrive pas un seul jour que je vais rentrer au pays ou bien je suis déçu de l'opposition. Vous ne luttez pas pour l'opposition. On ne lutte pas pour l'opposition. On ne se bat pas pour un leader de l'opposition. On ne lutte pas pour l'opposition. On lutte parce que nous portons des valeurs. Il y a un idéal. Nous voulons que notre pays change, quelle que soit la personne. Qu'il y ait plus de justice, qu'il y ait plus de liberté, qu'il y ait plus d'entrepreneuriat, que les gens travaillent. C'est ça, c'est pour ça que nous luttons. On ne lutte pas parce qu'on suit un leader. Non, on lutte parce que nous-mêmes, on pense des valeurs. Si demain quelque chose m'arrive, moi Ferdinand, ça n'engage que moi. Ça n'engage que moi. Ça n'engage pas un leader. Je ne suis pas là pour suivre un leader. La preuve, il y a des leaders qui tombent, mais il y a la vie qui continue. Il y a des gens qui sabotent la lutte, mais il faut continuer. Il y a un mois, il y a un
qui m'a envoyé une photo de nous quand on était très jeunes. Je ne sais pas si je la partage tout de suite sur Facebook, vous allez pouvoir la regarder. Dans les années 99, on était étudiants, très brillants, on faisait les manifestations. On est allé voir M. Olympio au Ghana. On y allait souvent, mais là on est allé vraiment dans un groupe. On n'était pas tous des militants de l'UFC, mais on est allé en groupe d'étudiants. Certains étaient militants de la CDPA, d'autres du CAR et tout ça. On est allé voir chez Olympio. Je vais partager cette photo. À la fin de live, vous allez voir. J'ai retrouvé cette photo, un ami me l'a envoyé, j'ai retrouvé cette photo et je vois, nous tous qui étions sur la photo, chacun a pris son chemin. Beaucoup sont dans la diaspora, certains sont devenus de grands cadres de la Banque mondiale, certains sont devenus des enseignants, surtout des médecins, mais parmi nous, qui étions très engagés pour le changement à l'époque, des gens sont devenus ministres du régime qu'on combattait. Les gens sont devenus ministres du régime qu'on combattait. Il y a 20 ans, des gens parmi nous étaient devenus ministres. Vous imaginez, à l'arrivée de Faure Gnassingbé, on a pris des gens parmi nous, les jeunes, pour les nommer ministres. Parmi nous. Et donc, tout le monde n'a pas suivi le même chemin. On aurait pu dire, bon, il y a d'autres parmi nous qui sont préfets, jusqu'aujourd'hui. Il y en a d'autres qui sont dans les ambassades, qui sont des hauts cadres dans les ambassades. Mais certains comme nous, on n'a pas suivi. Moi, je me rappelle quand on devait, certains parmi nous, on les a approchés, les gens sont venus nous dire, oui, non, on a beaucoup souffert, les opposants ne vont rien nous donner, c'est le moment, il faut que nous s'engage pour nous-mêmes. Moi, j'ai dit, je ne me bats pas pour un opposant. C'est pour ça que j'ai la latitude, j'ai la facilité de critiquer les opposants. Moi, je ne me bats pas pour un opposant, je me bats pour un idéal. Donc, il y a des gens qui sont partis il y a 20 ans. 20 ans, j'avais quel âge? J'avais 31 ans. 20 ans, les gens sont devenus, et les gens étaient ministres. Et donc, aujourd'hui, ces gens-là, ils n'ont été ministres que 8 mois ou 9 mois. Après, le régime les a jetés comme on presse du citron, comme on presse de l'orange. Aujourd'hui, ils sont même perdus dans la nature. Ils sont perdus dans la nature. Bon, à part ceux qui sont encore préfets, qui tiennent encore la barque, mais nous, on ne les a pas suivis. Parce que, d'abord, on est bien formés, idéologiquement. Peut-être morts. Parce qu'il y a des gens parmi nous qui sont morts mystérieusement, qui ont été liquidés. Parce que les gens du RPT, ils font rien sans rien. Si tu dis que tu changes de chemise et que tu retournes au RPT, ou tu retournes vers le régime que tu combats, ils vont bien t'accueillir, ça, il n'y a aucun problème. On a même vu sur le cas des journalistes, ils vont bien t'accueillir. Tout ce que tu veux dans la vie, ils vont te donner. Si tu veux aller manger au dernier étage du 2 février, ils vont te ouvrir un restaurant là-bas, ils vont te donner beaucoup d'argent. Tu vas commencer par frimer, tu vas avoir des voitures, tu vas avoir des nouvelles femmes, tu vas acheter des vestes. Mais en même temps, il faut acheter ton cercueil. Avoir des responsabilités, d'avoir ci, d'avoir ça. Et le système a profité pour bousiller leur vie. Donc, les gens là, ils ne font rien sans rien. Le jour où tu prends l'argent chez eux, contre ta conscience, contre tes convictions, il faut acheter un cercueil avant de manger le reste de l'argent. Parce qu'ils vont t'enterrer, d'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre. Soit ils vont le faire brutalement, soit ils vont le faire en douce. Il y a des gens qui ont été liquidés par empoisonnement avec des méthodes sophistiquées. Attendez, je vais vous montrer quelque chose. Un instant. Ou bien ils ont combattu son fils Faure Gnassingbé. Et que la lutte étant tellement longue, ils sont fatigués, ils veulent rentrer au pays, ils trouvent des arguments en disant oui, on a eu des révélations, Dieu nous a dit, les opposants ne sont pas sérieux, on va retourner au pays pour collaborer avec le régime. C'est votre cercueil que vous irez acheter. C'est votre cercueil que vous irez acheter. Donc, ceux qui font ce genre de choses-là, qui font ces choix hasardeux, ils n'ont qu'à faire très attention. Très attention.
Et les gens aussi de la diaspora qui sont des activistes et qui passent par des chemins détournés pour rentrer au Togo, soi-disant je descends au Bénin, je descends au Ghana, je vais rentrer clandestinement au Togo, on ne saura pas que c'est moi. Ne prenez pas ce genre de risque. Ne prenez pas ce genre de risque. Un combattant vivant est un combattant. Un combattant mort ne servira plus à rien. Mais il a guéri, on a roi. Et il a roi. Nous, on a guéri, on a dit plus. Donc, un combattant, c'est quelqu'un qui doit être très discipliné sur tous les plans. Et il y a des risques à ne pas prendre. Il y a des risques à ne pas prendre parce que tu es naïf. Et tu vas croire que, bon, quelqu'un va te tromper que non, si tu viens, moi je suis ministre, je vais voir le patron pour toi et il ne se passera rien. Mais on a vu des journalistes, même dans notre corporation, des gens qui ont basculé. Aujourd'hui, est-ce que vous entendez parler d'eux? Ils ont des problèmes. Mais c'est des gens qui ont fait la pluie le beau temps. Donc, il faut rester très, très, très éveillé, très discipliné. Pour éviter des problèmes à vos familles, pour éviter que vos familles soient plongées dans des problèmes, dans la souffrance pour rien, à cause de vos bêtises. À cause de vos bêtises. À cause de votre inconséquence. Qu'est-ce qu'il y a dans la vie que tu n'as jamais mangé, que c'est là-bas que tu peux aller manger ça? Il y a quoi dans la vie que tu n'as jamais mangé? Même si tu manges ton petit veillé, tout ça chaque jour, c'est pour toi, c'est ta nourriture. Personne ne sait que si tu sens que c'est du veillé qui est dans ton ventre, ou c'est pas du con qui est dans ton ventre, mais celui qui a pris du caviar et toi, vous êtes les mêmes. Qu'est-ce que vous allez chercher là-bas? Donc voilà ce que je voulais partager avec surtout les activistes qui se méprennent sur la nature même du régime. Les activistes qui se méprennent sur la nature même du régime. Ce régime ne pardonne pas. Si vous ne faites pas attention, si on vous chope, mais ils vont vous faire payer pour tous les autres. Vous allez servir de, je ne sais pas quoi, vous allez servir d'un cas pour les autres. Et c'est ce qu'on vit avec le cas Omolou. C'est ce qu'on vit avec le cas Omolou. Et quand je parle de lui, je pense à tous ceux qui sont en prison, comme je le fais toujours, la famille Agba, les gardes de Tigre Révolution, et puis Agbe Godwin, qui a été arrêté il y a quelques jours. On ne sait pas pour le moment ce qui lui est vraiment reproché. Les gens parlent d'un poème qu'il aurait écrit. Je ne sais pas si le fait de publier un poème peut envoyer quelqu'un en prison. Mais il faut que des gens soient très, très, très vigilants et tirent les leçons de tout ça. Nous, on est passé par des moments très, 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 très difficiles, très chauds. Si on est encore en vie, si on tient encore, c'est qu'on a fait preuve de beaucoup, beaucoup, beaucoup de vigilance et de discipline. De discipline surtout. De discipline personnelle. Donc, on ne se dit pas révolutionnaire en étant dans le laxisme. Dans le laxisme. Tu es dans les femmes, tu es dans la belle vie, tu es ici, ils vont te liquider tout de suite. Il ne faut pas perdre de vue que c'est un régime de 50 ans. Et plus de 50 ans, ils ont 50 ans de relations, 50 ans de réseau, 50 ans de moyens, d'argent. Donc ils peuvent agir partout. Donc voilà ce que moi je voulais partager avec les amis, en espérant que tous ceux qui sont arrêtés, qui sont actuellement dans les liens de la détention, que ce soit pour des questions politiques ou des raisons, je ne sais pas quoi, on puisse rapidement les retrouver et qu'on puisse les libérer pour que ces gens-là retrouvent leur famille en toute tranquillité. Voilà le premier sujet qui me tenait à cœur, que je voulais vraiment partager avec vous, en disant aux gens, faites très attention. Ce régime, il ne pardonne pas. Fonya Singbe a son propre frère en prison, hein, mais il dort. Il a son propre frère en prison depuis 14 ans ou 15 ans. Les gens sont venus lui demander pardon, des chefs d'État, des rois. Des gens sont venus lui demander pardon. Que bon, c'est bon, le temps que tu l'as puni comme ça, c'est bon, il faut le libérer. Il faut s'en fout. Il dort, il voyage, il baise, il mange, il s'en fout. Son propre frère de sang est en prison. Vous êtes qui? Son propre frère de sang est en prison. Celui avec qui ils ont organisé le coup d'État, ils ont pris le pouvoir en 2005. Ils ont massacré les gens. Il y a eu des disputes sur l'héritage familial. Ils ont créé une situation qu'ils ont baptisée coup d'État. Ils l'ont liquidé, ils l'ont envoyé en prison. C'est son propre frère. Son propre frère.
venu le voir pour lui demander de le libérer, plaider la cause de Badja. Il n'a jamais bougé. Il était même malade, il ne voulait pas le libérer. Donc c'est pas vous qui n'avez aucun lien de famille avec lui, qui l'embêtez quand il va mettre la main sur vous, qui va vous libérer. Hein. Il faut savoir qui vous combattez. Il faut savoir, il faut connaître. Quand vous combattez quelqu'un, il faut connaître la personne. Il faut connaître la personne. Nous, on a fait les sports de combat et on t'apprend à connaître ton adversaire avant de l'affronter. Si tu ne peux pas l'affronter de façon frontale, tu peux utiliser la ruse. Donc il faut savoir qui vous combattez. Sinon, si vous pensez que c'est de l'amusement, le jour où ils vont vous mettre la main dessus, mais lui il a les oreilles bouchées, tout le monde peut intervenir, il s'en fout. Comme il s'en fout pour son propre frère, Badja Gnassingbé. Il s'en fout. En plus de Badja Gnassingbé, son propre beau-frère aussi en prison. Il a 2 beaux-frères en prison. Il a Katanga qui est en prison. Il y a M. Charles Azumaro qui est en prison, qui est aussi le mari de la sœur, d'une de ses sœurs, la pharmacienne qui est décédée. Et on a inventé une histoire comme quoi il en sait quelque chose sur la mort de sa femme. On l'a foutu en prison. Il est en prison. Il a fait. Il y en a qui pensent que dès qu'il se réconcilie avec la dictature, il peut se permettre de narguer d'autres personnes, de faire n'importe quoi, de dire n'importe quoi qu'il veut. Il y en a qui ont embêté les chefs d'État, les Roukas, les présidents de certains pays africains dans cette zone. Et après, il vient s'excuser que, quoi, ils ne savent pas avant de connaître les fautes. Si ça peut être pardonné, et si les dictatures pardonnent, les dictatures pardonnent facilement. Si c'est vrai, mettez vos avis. Les dictatures peuvent pardonner. Les dictatures peuvent pardonner les fautes avouées, les fautes qui sont commises avouées. Et les fauteurs demandent pardon. Est-ce que les dictatures accordent les pardons souvent? Ça peut être possible qu'une dictature te pardonne de tes offenses avec lui. Qu'en pensez-vous? C'est très important pour vous donner vos avis, pour nous édifier, nous éclairer. Je vous remercie à vous. Et vos avis sont très importants. C'est ça. C'est comme ça qu'on peut construire une Afrique solide, un pays très solide. Ça peut être comme ça. Et ça doit être comme ça. Courage à tous et donnez vos avis. Quel est votre avis? Quel est votre avis? Et si vraiment on peut dire quelque chose. Les dictatures, vraiment, ils ne pardonnent pas. Si tu oses provoquer une dictature parce qu'il peut te pardonner, et tu fuis après, tu veux revenir. Si vraiment les dictatures pardonnent. Quel est votre avis vraiment sur la question? Donnez vos avis dans les commentaires. Abonnez-vous, aimez, donnez de la force à plus.